OK. Prof Caron, est-ce qu'on vous entend? Oui, ben moi, je vous entends, en tout cas. C'est extraordinaire. Comment ça va? Bon, ça va super bien. Au Kazakhstan, comment ça va? Est-ce que la vie est belle? Est-ce que c'est la Dolce Vita? Ben oui, il fait un petit -5, puis j'ai recommencé à enseigner aujourd'hui. Moi, j'ai pas enseigné depuis 7-8 mois parce que j'étais en congé cet automne. Seigneur, un congé payé? Une belle convention? J'avais beaucoup de journées de vacances accumulées. Ben, je vois ça. J'en ai profité, mais j'ai quand même travaillé comme d'habitude, là. Hey, avant de commencer, je voulais dire deux choses. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. C'est son anniversaire hier. Donc, comment elle s'appelle? On va la nommer. Mireille. Mireille, t'es saluée. Elle nous écoute actuellement. Là, t'as un petit enjeu de micro, mon cher Jeff. Peut-être l'ajuster comme il faut. Oui, c'est ça. Mireille est saluée. Elle nous écoute actuellement. Oui. Puis écoute, juste avant d'entrer en onde, j'entendais votre séquence précédente. Les coûts là, du tramway à Québec, là. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, à Londres, ils ont ouvert la ligne Elizabeth, la Elizabeth Line, il y a quelques années. 117 km, puis on parle d'un métro, là, c'est souterrain. 117 km, ça a coûté 25 milliards US, donc 36 milliards canadiens, ce qui correspond à 307 millions du kilomètre. Ça n'a pas de sens. Pour un métro, il faut creuser dans le sol, puis un tramway, ça... Vous me dites que ça sent très, très mauvais. Vous ne me ferez pas changer d'idée. Il y a de quoi qui ne marche pas du tout. Et un jour, on le saura. On l'espère, oui. Mais malheureusement, il va être trop tard, puis ça aura coûté aux contribuables la peau du cul. C'est malheureux. Ça n'arrivera pas. Il n'aura pas de travail. Bon, on l'espère. On l'espère. Hey, parle-nous un peu de celui qui s'en va et qui n'est pas parti. Ben oui, en tout cas, après 9 ans et demi à la tête du pays, Justin va finalement lever les pattes le 9 mars prochain, après l'élection de son successeur. Ça va être qui? On pourra en reparler dans quelques minutes, mais avant, je pense qu'on peut faire le bilan de son gouvernement. D'abord, sur le plan économique, ça a été une catastrophe. Hein? Il a doublé la dette du pays en moins d'une décennie. Il faut le faire, là. Il a hypothéqué l'économie canadienne pour les années à venir. Mais bon, à quoi est-ce qu'il fallait s'attendre de quelqu'un qui a déjà dit publiquement qu'un budget, ça s'équilibrait tout seul? Sur le plan de la politique extérieure, il a planté le dernier clou dans la marginalisation du Canada en wokisant ses politiques puis ses directives aux chefs de mission à l'étranger. Par exemple, souvenez-vous des 5,5 millions versés à l'Ukraine pour du déminage respectueux des sexospécificités, de sa politique étrangère féministe, de la directive de faire hisser le drapeau LGBT devant les ambassades canadiennes à l'étranger, puis j'en passe. Justin, en benet qu'il est, il a imposé son progressisme au reste de la planète, un progressisme que les autres pays veulent pas ou sont tout simplement pas encore prêts à accepter, transformant ainsi le Canada en une espèce de belle-mère moralisatrice dont tout le monde peut se passer. Sur le plan des libertés, il a fait comme son père présumé. Il a imposé la loi sur les mesures d'urgence, alors que la situation ne l'exigeait absolument pas. Il a confondu problème de parking sur la rue Wellington devant son bureau à Ottawa avec une menace d'insurrection puis de guerre civile. Puis avec le concours de Chrystia Freeland, il faut pas l'oublier, il a fait suspendre les droits et libertés des individus. Fait qu'à ce moment-là, Justin, là, juste avant de se déclarer positif au COVID, il s'est dit dans sa tête, là, « Just watch me, papa ». Fait que Pierre Elliott aurait pas fait mieux. Puis ça, c'est quelques exemples qui expliquent pourquoi lui et son parti, aujourd'hui, sont devenus carrément inaudibles. Vous avez sûrement vu en fin de semaine dernier, là, il y a un week-end, un sondage Angus Reid qui montrait que même avec son départ annoncé, les libéraux ne prenaient pas de voix. Ben non. Ça veut dire les carottes sont cuites, puis celui ou celle... Le sort est calciné, comme à Los Angeles. Celui ou celle qui va lui succéder va être condamné à mener les troupes libérales à l'abattoir. Donc, Est-ce qu'on peut d'ailleurs avoir 2-3 commentaires concernant la santé mentale et la dimension de l'ego d'un Carney et d'un Freeland? « Hey, je veux conduire le char, moi aussi! » mais il est calciné, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de roues, il n'y a rien. En fait, c'est ça, les motivations de son successeur sont purement égocentriques. C'est un trip d'ego qui va leur coûter 350 000 $ pour avoir leur face peinturée sur le mur du Parlement, puis pouvoir se faire appeler le ou la très honorable jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est comme si tu payais pour te faire démolir dans le bon vieux temps par Mohamed Ali.
C'est ça, mais d'avoir... Ils vont manger le maudit de volée. Excusez-moi, là. Le Parti conservateur est le plus riche, le mieux organisé, et c'est le meilleur débatteur qu'ils ont sur le terrain depuis une génération. Poilievre. Il va se faire débâtir. Tu me donnes l'exemple de Mohamed Ali, ça me rappelle l'histoire de Chuck Wepner, dont l'histoire de Rocky est inspirée. Chuck Wepner, il avait dit à sa femme le soir du combat, il dit « Chérie, ce soir, tu vas faire l'amour avec le champion du monde des poids lourds. » Puis sa femme lui avait répondu « Ah oui, j'ai rendez-vous à quelle heure avec Mohamed ce soir? » Tu sais, c'est un peu ça, ces gens-là. Je sais pas dans quel monde ils vivent, sur quelle planète ils vivent, mais au final, ils vont être au pouvoir pendant quelques semaines. Ils vont pouvoir se faire appeler premier ministre. Ils vont voyager un peu, ils vont aller se faire polir un peu partout, là. Ils vont présider la réunion du G7, ils vont se faire donner l'ordre du Canada, ils vont pouvoir se faire appeler le ou la très honorable jusqu'à la fin de leur jour. C'est un trip d'ego, là, parce qu'ils... J'espère qu'ils savent qu'ils vont manger une volée, puis le Parti libéral, fort probablement, sera même pas l'opposition officielle, là. Fort possiblement, ne sera pas l'opposition officielle. Ça va probablement être le bloc. C'est dur à battre, le bloc. Regarde, les Daumiens, on le confirme, les Daumiens, ils ont bu le Kool-Aid. Ouais. Mais il y a du bon à tout, même dans les catastrophes. Puis ça, là, je vais me permettre de faire un petit parallèle avec Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national qui est décédé la semaine dernière. Le Pen a toujours fait de l'immigration son cheval de bataille. À tel point que lui et son parti, ils en sont venus à détenir le monopole sur cette question, et puis avec pour conséquence que n'importe quel autre politicien qui a tenté de s'aventurer sur ce terrain-là, donc contrôler les flux migratoires, l'expulsion des immigrants illégaux, il se faisait automatiquement accuser d'emprunter des thèses à l'extrême droite. Fait qu'au final, ces politiciens-là se sont tus parce que le risque de se faire traiter de facho était trop élevé. Fait qu'à la place, ils ont préféré nier la réalité puis faire de la bien-pensance. Puis la conséquence de ça, ça aura été 50 ans de négligence sur le sujet, de frontières poreuses, de politiques complaisantes, à tel point que la situation est devenue chaotique dans certaines zones du pays. Puis là, on est rendu à un point en France où il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour la question de l'immigration. Or, Trudeau, par son délire multiculturaliste, qui est allé beaucoup trop loin, il a entraîné une réaction critique autour de la question de la hausse des logements, des problèmes du vivre ensemble, du contrôle des frontières, des coûts associés à la prise en charge des illégaux, etc. Mais ces critiques-là ont non seulement été la rhétorique de partis plus marginaux, comme le Parti populaire de Maxime Bernier, mais aussi du Parti conservateur de Pierre Poilievre au fédéral, puis la CAQ, puis le PQ au Québec. Donc, contrairement en France, la critique du multiculturalisme aujourd'hui au Canada, elle est mainstream dans le visage politique canadien. Totalement. Ce qui va permettre d'en débattre plus facilement. Parce que ça va devenir un sujet sur lequel il va devenir acceptable d'avoir une attitude critique sans se faire taxer immédiatement de racisme ou d'extrémisme, même si les bien-pensants du complexe médiatico-politique vont utiliser cette carte-là, mais quelles personnes sérieuses les écoutent encore en 2025? Donc, cette possibilité de débattre maintenant d'un sujet qui est extrêmement important, on la doit à Trudeau, parce qu'en moins de 10 ans, il a complètement déliré sur la question. Puis tous les partis plus marginaux, mais des partis mainstream, n'ont pas hésité à embarquer dans la critique de l'immigration, du multiculturalisme. Puis ça, c'est son legs positif. Contrairement à la France, il va être possible au Canada, dans un avenir rapproché, de pouvoir, on l'espère, avoir des débats plus posés sur la question de l'immigration que ceux qu'on peut avoir en France qui ont atteint là, des niveaux où la question devient ingérable. Là. Fait que ça, c'est l'aspect positif de l'héritage politique de Trudeau. Très bon. Merci beaucoup, prof. Très bon. Très belle rentrée. Puis on te souhaite une belle rentrée dans tes classes. Oui, merci. Merci beaucoup. Bye.